Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Dr. Fred Lambert. Peut-être que certains d'entre vous sont ici pour la première fois avec moi. Alors, laissez-moi expliquer brièvement le concept de cette émission. J'accueille à chaque semaine une personnalité que j'aime. Je vais pas avec des gens que j'aime pas, je vais avec des gens que j'aime. Et on discute de leur carrière, de leur parcours, et des fois, ça va un peu dans toutes les directions. Et tout se termine avec une prescription. Et cette prescription, eh bien, c'est une suggestion, souvent de 3 à 5 trucs qui varient selon l'invité. Ça peut être un livre, un film, un album, un resto, une application. Bref, quelque chose qui les font triper, mais ou encore quelque chose qui a marqué leur parcours, leur vie. Alors, bienvenue. Si c'est pas déjà fait, je vous invite évidemment de vous inscrire à la page Facebook, Instagram ou encore YouTube. Allez sur iTunes, Spotify, on est un peu partout. Vous pouvez même donner votre appréciation, c'est toujours très gentil. Aussi dans la vie, moi, Frédéric Lambert, je fais partie du Quatuor Molinari et le vendredi 24 novembre, nous allons sortir un nouvel album. Oui, c'est le temps de la vulgaire plug, comme on dit. Le volume 2 de l'album, de l'intégrale, devrais-je dire, des Quatuors de Philippe Glass. Alors, c'est les Quatuors 5, 6, 7. Si vous cherchez de la bonne musique instrumentale, pour une marche, pour vous accompagner, pour même travailler, même lire un livre, tout ça, c'est idéal pour vous. C'est une espèce de musique un peu répétitive, mais qui a quand même une certaine transe. C'est très joli, rarement enregistré, c'est ces 3 quatuors. Alors, ça sort sur l'étiquette Atma et évidemment sur toutes les plateformes sur lesquelles vous aimez écouter votre musique préférée. Aujourd'hui, un invité assez spécial. En fait, dans le passé, j'ai déjà parlé de du temps dans lequel j'ai travaillé à Radio-Canada. J'ai eu cette chance pendant presque 10 ans. 2 personnes ont été importantes durant ce parcours. La première, c'était Catherine Perrin, qui est d'ailleurs dans la liste de conversation de cet épisode, il y a déjà presque 1 an. Et il y a Stéphane Bureau, avec qui j'ai travaillé pendant 4 étés, bien entendu. C'était très chouette de pouvoir travailler avec lui, le fréquenter, discuter avec lui, échanger des idées. Et d'une certaine façon aussi, il m'a enseigné, tout comme Catherine, un enseignement plus en disant des petites critiques ici et là, des choses améliorées, mais aussi un enseignement un peu involontaire, juste moi étant devant lui et l'observer travailler et prendre des notes dans ma tête sur comment bien parler, comment interviewer quelqu'un. Et il donne pas beaucoup d'entrevues, alors je suis assez honoré qu'il ait accepté mon invitation. Et laissez-moi malgré tout vous le présenter convenablement. Stéphane Bureau est un journaliste, intervieweur et animateur à la télévision. Depuis une 30aine d'années, toutes tribunes confondues, il a réalisé plus de 10 000 interviews avec ceux qui font et pensent notre monde. Il a été correspondant à Washington et New York. Stéphane a présenté le bulletin de nouvelles de fin de soirée au réseau TVA avant d'animer le téléjournal de Radio-Canada pendant 5 ans. Producteur, concepteur et animateur de la grande série documentaire Contact, diffusée à la télévision radio-canadienne et européenne. Stéphane est aussi l'animateur et le concepteur de la série télévisée Les Grandes Entrevues, Juste pour rire, diffusée pendant 12 ans. Son travail d'animateur lui a valu 9 prix Gémeaux décernés par l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision. De retour à la radio de Radio-Canada en 2017, Stéphane combine pendant 5 ans toutes ses passions en animant une note de voyage à Ici Musique, une quotidienne estivale, bien entendu, en plus de produire un long entretien chaque semaine. En septembre 2022, Stéphane est à la barre du grand plateau d'information Le Monde à l'horaire, diffusé au réseau TVA. Son émission Contact est présentement disponible sur toutes les plateformes YouTube, Spotify, iTunes. Voici ma discussion avec Stéphane Bureau.
pas de tapis ici, fait que ça... Non, c'est ça. Comme ça, tu fais hop. Give me the box. Ready for you, man. We go. Tu t'entends bien? C'est bon? Mm-hmm. Uh-huh. 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 Bon, c'est parti. Bon. Premièrement, je suis très honoré que tu aies accepté mon invitation. T'as raison. J'étais surpris que et puis en même temps super content, puis ça m'a donné un bon coup de pied pour préparer mon dossier assez rapidement parce qu'on a comme enclenché là-dessus. Et écoute, on va commencer d'une drôle de façon. Hier, c'était l'Halloween. Je te le confirme. T'as-tu une belle Halloween? Là où j'étais, parce que j'étais au restaurant, c'était vachement sympathique. Okay. Tout le monde était déguisé. En fait, il y a juste moi qui étais déguisé en Stéphane Bureau, puis personne ne m'a reconnu. Mais non, c'était sympathique, rigolo, mais j'ai pas passé l'Halloween, disons les choses comme ça. Mais, d'ailleurs, moi, j'ai la tâche de toujours de distribuer les bonbons. Par Halloween, j'y vais pas, même ma blonde va avec les enfants... Dans le vif du spectacle. Et en donnant les bonbons, je pensais à toi. Parce que je me disais, c'est quand même curieux. J'aime le préambule, la question. Non, mais c'est senti, là. Toutes ces fêtes-là, Halloween, Noël, c'est quelque chose qui appartient tellement aux enfants. Puis là, même hier, je distribuais il y avait des jeunes de 16, 17 ans qui passaient l'Halloween. Tu vas me dire, c'est peut-être un peu vieux. Moi, je pensais à toi, je me disais, à 13 ans, tu quittais le nid familial, tu étais en appartement, tu partais un genre de business, t'es devenu un homme très tôt. Et j'étais juste comme curieux de qu'est-ce que tu penses justement de ces festivités-là, ces trucs-là qui sont gigantesques, qui s'adressent vraiment aux enfants, là, si on peut se dire presque ainsi. Puis toi, comment tu regardes ça aujourd'hui? Parce que quand on devient un homme tôt, c'était-tu quelque chose que tu trouvais ça un peu idiot quand tu étais petit? Ou non, pas du tout. Moi, j'ai de très bons souvenirs d'Halloween, d'abord. Puis je pense que les fêtes ne sont pas toutes les mêmes. C'est-à-dire que Noël, c'est pas du tout pour moi l'Halloween. Pâques, c'est pas l'Halloween, c'est pas Noël non plus, parce que les fêtes sont souvent des prétextes de réunion familiale, réunion entre amis. Donc, c'est important. Le rituel des fêtes est important. L'Halloween, ça a été, dans ma jeunesse, vraiment une grosse fête. Ma mère était bonne à nous préparer nos costumes. J'aimais me costumer. J'aimais ramasser le butin. J'aimais revenir et classer mes bonbons. Est-ce qu'à 13 ans, quand effectivement, ou 14, je me rappelle plus, j'ai choisi de vivre en appartement, je pensais beaucoup à l'Halloween? Non, sans doute, mais tu me disais, il y avait des gens qui avaient 16, 17 ans hier. Alors, c'est borderline. Je me dis, vous êtes en train d'enlever des bonbons à des enfants. C'est pas cool. Mais donc, mon rapport au fait, si c'est ça le sens de la question, n'est pas du tout le même. Aujourd'hui, Noël, moi, j'adore ça. En février, je dis, juste 10 mois avant Noël. Mais pas parce que... ce que j'aime dans Noël, c'est le fait que tout le monde arrête en même temps. C'est l'espèce de trêve de toutes les pressions. Ça n'existe même pas l'été pendant les vacances. Peut-être la construction, tu as l'impression que... Un peu. Mais surtout à Montréal, on dirait que la ville respire un peu à ce moment-là. Mais ça, cet aspect-là, moi, me plaît beaucoup. J'attends ça avec impatience, se lever nonchalamment, sachant que personne, mais vraiment personne, attend de réponse à rien. J'aime les lumières à Noël, j'aime la fête parce que je suis très affecté par l'absence de lumière à partir de maintenant. Là, on est aujourd'hui le 1er novembre au moment où on enregistre et je sais que moi, je rentre dans un corridor. J'aime pas ça, c'est un couloir sombre l'hiver, l'automne. C'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps depuis 15 ans, 16 ans en Arizona. Normalement, j'étais au soleil à cette période de l'année. Alors, les journées sont pas très longues, mais il fait toujours beau. C'est une sacrée différence. Là, on est aujourd'hui à Montréal. J'étais à Paris la semaine dernière. C'était gris, pluvieux. Je me plains pas du mois d'octobre parce qu'il fait très beau là-bas. Mais je sais qu'à partir de maintenant, jusqu'au mois de février, c'est tough, c'est dur. C'est vraiment quelque chose qui, moi, m'éprouve. Et je l'ai compris. Puis alors, certains diront, il y a une petite nature, mais je pense que j'ai souvent dit ça, quand on a connu la lumière, notre vie est différente. J'ai jamais été angoissé, j'ai jamais eu de moments de dépression pendant toutes ces années où j'étais au soleil. J'ai compris qu'il y avait un lien direct. Cette année, ça me guette pas parce que je vais être dans peu de temps à Paris, puis ça va être probablement gris, mais il y a... En fait, la beauté de Paris, l'hiver,
c'est quand il fait noir, c'est-à-dire quand la ville s'éclaire. Et j'attends ça, j'attends le noir de la nuit pour pouvoir voir la ville éclairée. Puis pour moi, Noël, c'est ça aussi, c'est la fête des Lumières. Puis c'est l'idée, parce que je suis toc et obsédé par un certain nombre de choses. Par exemple, le changement des saisons, mais aussi l'évolution de nos journées. Alors, je sais que le 9-10 décembre, c'est le jour où on arrête de perdre du temps en après-midi et qu'on commence à en gagner, sachant qu'on en perd toujours le matin. Évidemment, quand on arrive à ce moment où c'est le solstice d'hiver, ben, je me dis, OK, là, on gagne net du temps, des secondes, tous les jours de lumière. Et puis, au début janvier, quand on arrête d'en perdre le matin, ben là, c'est vraiment le festival de la bonne humeur. Puis là, je sais qu'on est rendu à peu près, selon où on est, 1 minute 15 secondes de gain de lumière par jour. Alors, si je sais ça, et si je suis toc, c'est parce que ça m'obsède. Et Noël, évidemment, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'au creux de la nuit, tu dis « Ah, renaît l'espoir » parce qu'à l'horizon, je peux contempler le printemps, l'été et la lumière. C'est pas la réponse que tu imaginais, hein? Ouais, non, c'est bon. Mais tu disais justement, est-ce que tu aimais, c'était aussi l'aspect de rituel. Je me trompe, est-ce que je me trompe, mais toi, tu te catégorises comme étant athée? Oui, tout à fait, ou agnostique, en tout cas, certainement, parce qu'en général, les athées sont comme des religieux, c'est-à-dire qu'ils sont tellement convaincus de savoir qu'il n'y a rien, qui fondent des églises pour convaincre les autres qu'il n'y a rien. Alors, je suis agnostique parce que je ne suis pas capable d'avoir une certitude là-dessus, j'ai pas la foi. Quoiqu'en vieillissant, je réalise que je suis très sensible au Nouveau Testament, à certains textes, aux évangiles, à ce que ça dit. Peut-être parce que le monde est dur, violent, manque de sens, et qu'on pourrait, de façon nostalgique, se dire à une époque où on était davantage tourné vers cette loi informelle, certains diront formelle, qui est liée ou qui sont liées à la Bible, que ce soit les commandements ou autre chose. Parce que la parole évangélique, c'est autre chose. C'est pas des règlements, mais c'est certainement une réflexion sur ce que sont les bonnes manières de concevoir la vie et de faire société. Alors, je suis sensible à ça, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir la foi pour être sensible à cette parole. Et je suis pas de plus en plus, j'ai toujours été convaincu qu'il y a des choses qui nous échappent. Alors, peut-être que c'est la physique un jour qui nous enseignera ou qui nous dira qu'il y a des univers parallèles, qu'il y a autre chose. Enfin, ça me semble court, l'idée que tout soit dit. Puis c'est la réponse matérialiste, c'est-à-dire qu'on vient au monde, on est un peu de chair, des cellules, puis finalement, on grandit, on vieillit et on meurt, puis ça s'arrête comme ça. Je suis assez convaincu que c'est plus compliqué. Compliqué au sens où il y a des forces qu'on n'imagine pas. Donc, j'ai une spiritualité, j'ai l'espoir que ça soit pas dénué de sens, ce qu'on fait. J'en ai aucune idée. Alors, je suis un agnostique parce que j'ai pas de réponse, j'ai pas de certitude. Non, je pensais à ça, surtout considérant le nombre de gens que tu as rencontrés. Moi, en tout cas, ça fait pas longtemps, tu sais, comme je te disais, bientôt je vais atteindre les 100 épisodes. J'ai rencontré beaucoup de gens différents. Puis je me vois, tout d'un coup, mes croyances commencent à changer. Plus de questionnements par rapport à ça. Avant, j'y pensais pas du tout. Mais à cause du contact des gens, le talent des gens, on dirait que ça affecte ma perception. Puis moi, je me disais, toi, avec la centaine, même les centaines, milliers de gens que tu as rencontrés, sûrement que ça doit affecter un peu ta vision, je sais pas, de la suite des choses ou quelque chose comme ça. Là, c'est bien bizarre, j'avais même pas prévu d'aller vraiment là. Mais je me demandais si, justement, toutes ces rencontres-là, on transforme un peu tes idées. Qu'elles soient publiques parce qu'on fait comme métier d'être intervieweur, qu'elles soient privées parce qu'on rencontre des gens dans nos vies, on est nécessairement façonné par les rencontres, on est modelé par ça. Et le bonheur de la conversation, puis je l'ai beaucoup dit dans la dernière année à cause de mes fonctions, du débat, c'est pas d'avoir raison, c'est de changer d'idée qui est le fun. C'est-à-dire que ma vanité est toujours satisfaite quand je réussis à marquer un point dans un débat ou que je réussis à convaincre quelqu'un ou convaincre tout le monde que ma vision du monde est donc la bonne. Mais c'est ma vanité. Puis il se peut aussi que ponctuellement j'ai raison, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fasse sens, mais le plus beau des risques, c'est de
rencontrer quelqu'un ou de débattre avec quelqu'un qui te fait changer de point de vue ou évoluer dans ton point de vue. Sinon, on est tous dans nos existences de silos, dans notre petite cervelle, convaincus qu'on a raison, et plus encore, même furieux, parce que le monde ne pense pas comme nous, parce que les choses ne sont pas vues comme nous, alors que ça serait si simple si tout le monde pensait comme nous, parce qu'on est tellement sages. Ouais. Alors, ça ne marche pas comme ça. Et le bonheur de mon métier, parce que c'était un peu, je dirais, dans ta question, c'est de pouvoir cogner à la porte de gens qui ont des parcours de vie, des aventures, des réflexions formidables. Ouais. Donc, dans un premier temps, pour être capable de les rencontrer puis d'être à niveau de se préparer. Fait que c'est un peu comme faire son oral à chaque fois. Tu sais, je dis toujours, je passe 1 semaine, 2 semaines, 3 jours, 10 heures. Tu sais, ça dépend, c'est la géométrie variable, mais quand je faisais contact in situ, c'est-à-dire quand j'allais passer 2 ou 3 jours avec mes invités pour la télévision, ben souvent c'était, je disais, c'est du vrai boulot, là, c'est 100 heures, 150 heures de préparation, parce que dans un cas où tu es en face d'un littéraire, ben, tu vas relire. Alors, on va dire, c'est-tu du travail? Ben, je ne sais pas si ça en est, mais c'est de s'exposer à l'œuvre. C'est un musicien, c'est la même chose. Si je faisais quelque chose avec toi, ben, je m'intéresserais à ce que tu as enregistré. J'écouterais. Oui. J'irais voir s'il y a une différence, ou j'essaierais de voir ou d'entendre s'il y a une différence. Donc, il y a à chaque fois une préparation qui est la première étape. Après ça, c'est l'oral. C'est-à-dire que tu te présentes devant ton sujet et tu as une conversation avec lui. Et au cours de cette conversation, puis c'est encore plus vrai aujourd'hui dans ce que je fais avec Contact, parce que c'est un contact qui n'a pas que des créateurs. Enfin, tout le monde qui est devant moi, à sa manière, est un créateur, mais j'ai des gens qui pensent, j'ai des gens qui, je le dis, façonnent le monde ou nous aident à le concevoir. Et c'est d'autant plus intéressant que je vais mesurer mes a priori à ce qu'ils disent, parce que je ne veux pas m'exposer juste à des gens qui penseraient comme moi ou avec lesquels je suis d'accord ou qui influencent ma pensée. C'est ennuyant. J'ai souvent donné cette année l'exemple d'Éric Zemmour. Pour me dire, pourquoi Éric Zemmour, c'est dangereux, tu fais le marchepied à quelqu'un qui va créer de la dispute. D'abord, le risque de la dispute, je pense que c'est une très bonne idée. Je ne parle pas d'Éric Zemmour particulièrement, mais que de se disputer civilement, c'est une très bonne idée. D'être en face de choses fâcheuses qui nous brusquent, c'est aussi une très bonne idée, parce qu'on en est venu, et là je fais une parenthèse à ma propre réponse, on en est venu au nom de la bienveillance, au nom de notre fragilité ou de nos fragilités, à faire l'inventaire de tout ce qui pourrait nous peiner, nous rendre malheureux, nous fragiliser, nous choquer. Conflit que nous vivons en ce moment entre les Israéliens et les Palestiniens, un bon exemple. Mais vous ne pouvez pas venir dans ma face hurler que les Palestiniens sont bons ou inversement que les Israéliens sont bons. Non, c'est inacceptable. Ben, c'est totalement acceptable. C'est-à-dire que s'exposer, que ce soit à la rage, la furie ou un point de vue divergent, c'est parfaitement acceptable. C'est le principe de la liberté d'expression. Et je trouve ça catastrophique qu'on soit aujourd'hui à avoir tant de prévention. Je ne peux pas appeler ici une liberté d'expression qui permettrait l'incitation à la haine. C'est pas de ça que je parle. Je parle de ce qu'on a beaucoup réduit l'amplitude de ce que l'on se permet d'avoir comme échange, y compris fâcheux. Là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. J'ai mis côte à côte Éric Zemmour et Emma Clit, qui est une autrice de bande dessinée, néo-féministe, qui s'est beaucoup intéressée à la charge mentale. Alors, avec ni l'un ou avec l'autre, j'avais une communion d'esprit parfaite. Je pensais que dans les deux cas, il y avait des choses intéressantes, en tout cas, à discuter. Et ce qui m'intéressait, c'est justement d'arriver avec mes points de vue, préjugés des fois, puis les soumettre. Parce que, évidemment, l'idée, c'est de faire entendre une parole, c'est pas juste de la contester, mais de me frotter à des gens qui ont passé une vie à bâtir quelque chose, un petit capital intellectuel, des idées. Puis, j'ai le professeur devant moi, je reviens toujours à l'oral. Si j'ai Michel Onfray devant moi, je suis tenté de dire, sais-tu, justement, sur la question de l'athéisme, est-ce que c'est pas une forme de religion, Michel? Parce que
t'es devenu un peu comme le prêtre d'une grande religion athéiste. Puis il me semble que c'est pas cool pour le philosophe que tu dis être. C'est ce genre de conversation qu'on a déjà eu. Puis d'ailleurs, à ce sujet, je crois qu'il évolue beaucoup. C'est pas le bon mot, parce que ça serait extraordinairement paternaliste, mais je pense qu'il a... Le délitement civilisationnel l'a fait, un peu comme je le décrivais tout à l'heure, puis peut-être qu'il m'a inspiré, mais revenir à ce que sont nos fondements civilisationnels, des textes religieux souvent, sans pour autant avoir d'appétit religieux pour l'Église. Intéressant. Mais dans ton cas, justement, tu vas aller chercher des personnalités, comme tu les as nommées, qui sont extrêmement différentes. Oui. Et ça, c'est ce qui donne justement un échange riche. Mais qu'est-ce que tu penses justement de tous ces penseurs super populaires en ce moment, là, un peu comme Jordan Peterson, Douglas Murray, c'est qui d'autre que je pensais l'autre fois, je me disais Sam Harris, tu sais, qui ont comme... Mais qui sont absolument pas sur le même axe. Pas sur le même axe. C'est Douglas Murray. Oui, exactement. Mais ce que je veux dire justement par ces gens-là, c'est qu'ils ont des fans. C'est gigantesque. Ils ont vraiment un following. Ils ont leur truc. Et parfois, les invités qu'ils vont avoir vont rarement, comment je peux dire, se confronter à eux. Eux vont être invités pour des tribunes, mais quand eux, ils font leur truc, ils vont inviter des choses qui... Jordan Peterson, de ce point de vue-là, est intéressant parce que il se trouve que je suis curieux et admiratif à certains égards de Jordan Peterson depuis bien avant qu'il ne devienne le phénomène qu'il est devenu. Avant son algarade avec la présentatrice à la télévision britannique quand il partait en tournée. Q Magazine. Donc, avant que ça n'arrive, j'étais intéressé parce qu'il disait des choses intéressantes, justement, d'abord parce que il est en matière de décryptage de notre idée, de notre passé judéo-chrétien, il est puissant. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à ça, donc ça piquait ma curiosité. Et sur l'affaire des jeunes hommes, l'angoisse, le désarroi des jeunes hommes, il avait des idées, des propositions et une capacité à parler à ces gens à qui on ne parlait pas beaucoup, ce qui fait qu'au départ, d'ailleurs, il y avait un public qu'on regardait avec inquiétude et circonspection, parce que c'était justement ces délaissés. Est-ce que c'était, pour citer ici Hillary Clinton, des déplorables, mais les gars de 14, 15 à 29, 30, 35, c'est-à-dire des gens mal dans je dis des gens, il n'y a pas de généralité à faire, mais une population qui est désarçonnée, déboussolée, qui se cherche, dont les repères ont été effacés ou, disons, dévissés, qui ont de la difficulté avec les femmes, qui ont de la difficulté à savoir ce que c'est que d'être un gars. Puis Jordan Peterson leur parlait. Déjà, en soi, je pense que c'était problématique pour certains. Alors, je reviens à Jordan Peterson, il m'intéresse depuis toujours, et c'est un cas de figure aussi... je répéterai intéressant, dans ce qu'il fait maintenant comme intervieweur, podcaster, parce qu'il occupe une place souvent plus importante que celle qu'il donne à ses invités. Je l'ai écouté la semaine dernière avec Glenn Greenwald, que j'aime beaucoup. Puis continuellement, dans le fond, il déroulait le tapis de ses convictions, puis disait « Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu réagis à ça? » Alors donc, la question, qui n'en est pas tout à fait une, était plutôt une présentation des faits, un exposé, auquel il demandait à son invité de réagir. Alors, c'est une manière de faire, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est son show aussi, on va dire. Tout à fait son show, il y a beaucoup de succès. Alors, à l'usure, aujourd'hui, je préfère entendre Peterson quand il est interviewé que quand il interviewe. C'est-à-dire que moi, comme public de ce qu'il produit, il y a évidemment de formidables invités parce qu'il est Jordan Peterson, il y a beaucoup d'impact. Et quand il invite quelqu'un, en général, ils viennent. Et aussi souvent, des voix, pas plus rares, mais certainement moins présentes dans les médias traditionnels. Donc, pour ça, c'est intéressant aussi. Mais je le trouve pas terrible, finalement, comme intervieweur. Pas plus d'ailleurs que Glenn Greenwald, qui, dans son show,
occupe, ça c'est tout à fait légitime, beaucoup d'espace parce qu'il fait une présentation, une espèce d'exposé magistral de ses thèmes, puis à l'occasion, il va les ponctuer d'entrevues, mais il écoute mal. Et il le fait, mais il écoute mal. De mon point de vue, puis on dira, certains vont dire d'ailleurs, Bureau, tu es toujours en train d'interrompre des invités, donc tu écoutes mal. On pourrait avoir de longues conversations sur la manière de faire les choses, parce qu'il y a des temps où il faut ne pas être là, puis il y a des temps où il faut monter au filet, c'est ma certitude, pour être capable de créer du rythme ou faire avancer une interview. Alors, qu'est-ce que je pense de ces gens-là? Parce que c'était la question. Ben, rien, parce qu'il y aurait une réponse sur mesure pour chacun de ceux-ci. Sam Harris, beaucoup de réserves. Je trouve qu'il y a, est brillantissime, une espèce d'hypocrisie chez Sam Harris qui me déconcerte un peu. Douglas Murray, je le lis davantage que je ne l'entends ou l'écoute. The Madness of Crowd, j'ai adoré. Madness of Crowds, je devrais dire, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est pas vrai parce que je l'ai écouté. Je l'ai écouté en audiobook. Voilà. Mais lui, ponctuellement, je vais aussi le lire. Il fait une chronique littéraire les week-ends sur le site de Barry Weiss que j'aime pas mal. C'est-à-dire où l'érudit va évidemment revenir dans certains des sentiers qu'il aime parcourir, mais où il parle de littérature, puis c'est franchement bien fait. Et qu'est-ce que tu penses alors justement, celui que je trouve qui est le plus similaire à toi, pour moi, c'est un gars comme Lex Fridman, tu sais. Il est bizarre, c'est-à-dire que c'est vraiment... moi, je l'adore. C'est mon préféré. Je suis d'accord, puis il marche... Je suis, si on ouvrait mon ordinateur, en train d'écouter l'entretien qu'a fait avec Jared Kushner, donc le beau-fils de Donald Trump, qui était aux manettes sur les questions du Proche-Orient. Et le bilan de l'administration Trump au Proche-Orient, d'ailleurs, est certainement pas le pire des dernières administrations, mais c'est pas une blague, je ne suis pas du tout ironique, je suis pas deuxième degré. Quand tu regardes les résultats, alors, il y aura plein de gens qui nous écoutent pour dire, mais... que penses-tu du déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem? Mais je pense qu'il a fait ce que le corps législatif avait décidé de faire en 97 ou 98, c'est-à-dire que le Congrès avait voté pour déménager l'ambassade et ils n'ont jamais trouvé le courage d'aller jusqu'au bout. Alors c'est un choix politiquement très conséquent, mais il a permis effectivement à Israël de rétablir par les accords Abraham des liens avec le monde arabe. Alors, est-ce que ça se faisait aux dépens des Palestiniens? C'est possible, mais l'idée qu'il y ait une normalisation des rapports entre Israël et ses voisins ne pouvait pas être une mauvaise idée, je pense. Puis je ne suis pas un spécialiste des affaires du Proche-Orient. Je ne suis pas en train de dire que... Mais c'est suite à ce que tu as entendu justement à Friedman. Ben, pas franchement, parce que ça m'intéresse. Il se trouve que la politique américaine, je la chronique, je la consomme, et j'étais très intéressé par ce qu'il faisait, parce que lui, peut-être pas personnellement, mais son administration était très active, contrairement à l'administration que nous avons en ce moment, M. Biden. J'ai récemment à la télévision française cité le secrétaire d'État Blinken qui disait 2 semaines avant l'attaque du Hamas, jamais nous n'avons vu le Proche-Orient aussi calme. Tu dis, il fallait être crissement mal renseigné ou je ne sais pas qu'est-ce que ce jour-là il avait lu pour le convaincre que. Alors apparemment, ça l'était peut-être, mais ils n'étaient pas du tout conscients de ce qui se passait. Et c'est une administration qui a fait le choix de ne rien faire sur la question israélo-palestinienne, mais rien de chez focal. Avec le résultat, enfin, les Américains ne sont pas responsables de ce qui se passe directement. Mais c'est évident que c'est une des puissances qui peut favoriser une solution, et une solution à 2 États. Ils ont décidé qu'ils s'en lavaient un peu les mains. Évidemment, ils avaient la Chine dans le collimateur avant toute chose, mais je ne suis pas sûr que le résultat soit meilleur pour autant. Et j'écoutais donc Lex Fridman. À chaque fois que tu me poses une question, je diverge un peu. Et j'ai trouvé qu'il était non seulement intéressant, mais ça changeait un peu de voir l'accueil ou la manière avec laquelle Jared Kushner a pu s'expliquer. Parce qu'en général, tu pars, si tu lis le New York Times ou si tu lis autre chose, Jared Kushner va commencer par t'expliquer qu'il est un peu imbécile, que c'est le gendre de, c'est tellement laudé qu'avant d'écouter, ben, tu te dis, ce gars-là, il n'y a rien à faire là. J'ai pas de réponse définitive sur Jared Kushner. Ce qui m'intéresse, c'est le traitement. J'ai trouvé ça non seulement correct,
mais utile parce que j'ai pu l'entendre exposer sa pensée. Et que tu l'aimes ou pas, ou qu'il soit compétent ou pas pour toi, ça a été pas mal l'un des piliers de la politique américaine au Proche-Orient pendant 4 ans, de 2016 à 2020. Tu peux pas faire fi de ça. Avec des précédents, avec des affaires qu'on n'avait justement jamais vues dans l'histoire entre Israël et ses voisins, c'est-à-dire des ententes de paix qui ont été négociées. On était à quelques semaines peut-être d'une normalisation des relations entre Tel Aviv, Jérusalem et Riyad, l'Arabie Saoudite. Personne n'aurait jamais parié là-dessus. Alors, est-ce que ça me réconcilie avec l'Arabie Saoudite? Non. Mais ce que ça fait, c'est que tu te retrouves dans un monde où le risque d'explosion est peut-être moins grand si Israël a des relations un tant soit peu normales avec ses voisins. Est-ce que ça doit exclure une solution pour les Palestiniens? La réponse, c'est non. Tu m'as pas posé la question, mais je le dis parce qu'on a fait la preuve qu'en dehors d'une solution politique, il n'y a pas de sécurité pour personne. Tu peux pas penser que l'affaire est pliée parce que pendant 2 ou 3 ans, avec ton monstre militaire, Tsahal, et tes services de renseignement, tu arrives à la conviction que tu n'as pas besoin de régler parce que tu contrôles. Et là, la preuve de ce qu'il contrôlait a été faite. Il ne contrôlait pas. Je ne sais pas si d'ailleurs leurs ambitions de détruire le Hamas réussiront jamais. C'est très difficile. Il n'y a pas beaucoup dans l'histoire de guerre, et c'est un état de guerre entre Israël et certains groupes palestiniens. Il n'y a pas beaucoup de précédents dans l'histoire ou de guerre qui ne se sont pas un jour réglés. C'est-à-dire que ça demande un règlement politique et une volonté réelle d'arriver à des relations pacifiées. En dehors de ça, c'est infernal. Et je crois encore une fois qu'Israël a pensé qu'ils étaient capables, avec une espèce d'exosquelette sécuritaire, de contrôler la patente et de dire on n'a pas besoin de rentrer dans le cauchemar des négociations. Et c'est vrai que c'est pas simple. Mais ça donne les résultats aussi que l'on voit aujourd'hui. Je reviens à l'ex. Il donne la parole à des gens avec efficacité et souvent me fait voir des personnages sur lesquels j'avais justement une opinion. Je me fais c'est autre chose. Oui. Jared Kushner, je pensais pas que c'était un niaiseux du tout. Je l'ai écouté, je l'ai lu ailleurs. Mais ce segment-là, il y a 10 jours, j'ai trouvé que c'était instructif. Non, puis il est doué, Lex Fridman, pour faire parler, en tout cas, du moins, rendre les gens à l'aise, puis il confronte ses propres idées, puis il s'énerve jamais. Bref, mais il y a quand même une drôle de voix, là, radiophonique. On s'en fout. Mais ça passe. Ça passe. Je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence collective est passée par-dessus les accents, les ci, les ça. Ouais. Tout ce qui t'intéresse, c'est est-ce que tu me donnes la valeur ajoutée. Puis Lex Fridman est un bon exemple parce que c'est des fois même un peu malhabile, c'est un peu mécanique. C'est pas fluide, mais... C'est pas très grave. C'est non seulement pas grave, la seule chose qui compte, c'est qu'il y avait 1,5 million de personnes qui l'ont écouté. The proof of the pudding is very much in the listening. Tu parlais d'intelligence, on va aller un peu là. Avec le temps, je remarque que les gens que j'aime beaucoup, que je respecte pour leur intelligence, pour leur projet, pour leur carrière, souvent, ne sont pas allés longtemps à l'école. Je le remarque, de plus en plus. Et toi, t'es allé jusqu'où à peu près dans tes études? Jusqu'où à peu près? Non, mais c'est parce que j'arrive pas à avoir une réponse exacte. J'ai vu que t'as fait un peu des études russes à Concordia. Oui, tout à fait. En fait, j'étais plutôt à Concordia, au Liberal Arts College, qui est l'équivalent de ce que pourrait être un petit prep school sur la côte est américaine. C'est-à-dire que c'était les humanités, c'était le programme des humanités qui était enseigné pour l'équivalent de 60 crédits sur un bac. Et tu devais aller chercher 30 crédits dans un autre secteur, dans ce cas-ci, Russian Studies pour moi. Parce qu'à l'époque, c'était un monde bipolaire où Américains et Russes se faisaient la guerre froide. Et j'avais pas la conviction, mais l'intuition que je connaissais un peu les États-Unis, moins la Russie. Donc, c'est aussi bête que ça. C'est pour ça que je me suis donné aux études russes, appelons ça comme ça, pour l'équivalent d'une mineure. Mais ça répond pas à la question non plus, qui était où est-ce que tu es arrêté? Parce que finalement, je pense avoir rien complété après le primaire. Voilà. Au secondaire, il devait me manquer un cours ou deux quand je rentrais au cégep.
au cégep, j'ai fait mon cégep très rapidement, avec peut-être une pause de 2 ans entre le secondaire et le cégep, je ne me rappelle pas exactement. Puis quand j'ai fait mon cégep, je suis rentré genre cours d'été, 10 ou 11 cours à l'automne, 10, 11, 12 cours à l'hiver, puis cours d'été. Donc, j'ai fait presque mes 2 ans en 14 mois, puis il me manquait des crédits pour rentrer à l'université. Au Liberal Arts College, une des voies d'accès, c'était un examen, un essai, puis il y avait un examen, je ne me rappelle plus exactement. Alors, j'avais fait l'examen, sachant qu'il ne me manquait pas beaucoup de choses, puis ils ont consenti à me le faire passer, puis à l'analyser. Puis ils m'ont dit, viens, et puis tu finiras ton cégep. Parole d'ivrogne, je n'ai pas fini mon cégep, mais j'ai continué à l'université. Et puis à la fin de ma 2e année, peut-être, je ne me rappelle pas si c'est à la fin ou après combien de sessions, je travaillais, moi, à ce moment-là, à temps plein à Radio-Canada aussi, et j'ai remplacé quelqu'un qui partait en congé de maternité. Une émission qui s'appelait Présent Dimanche, qui était une émission très prestigieuse de la radio de Radio-Canada. Et j'ai dit, je vais faire une pause d'1 an parce que c'est un job formidable, c'est une occasion à saisir, puis ça a toujours le temps de finir mon université. The rest is goddamn history. Je suis jamais retourné. Et je dirais pas que je le regrette, mais j'aurais aimé finir avec ma cohorte. C'était un petit groupe d'étudiants sympathiques, bigarrés, parce qu'on n'était que 20 par année, être admis. Okay. Toujours ensemble. C'est un petit brownstone qui est en face de l'édifice du centre-ville. C'est-à-dire que tu as vraiment ton édifice, 3 salles de cours où les profs viennent et tu ne te déplaces pas. Sauf donc pour tes cours dans ta mineure, tu es toujours dans ce petit édifice avec les mêmes 20 étudiants. Et c'était agréable. C'est une exposition, toutes sortes de choses. Un ami de l'époque, lituanien, qui a fait une très belle vie après le Liberal Arts College, mais je me rappelle donc de Vitis et de quelques autres qui m'ont exposé à autre chose. C'est-à-dire que ça me sortait, en tout cas, de mon univers académique depuis les débuts au Québec. Si j'exclus jardin d'enfance à Lyon, quand j'avais 2 ans, mes premiers contacts avec l'école, j'avais été pas mal dans le système conventionnel. Et là, tu arrives avec, déjà c'est en anglais, mais culturellement, des gens venant de tous horizons, y compris des Québécois. Il y avait dans la cohorte un pompier qui avait fait le choix de retourner à l'école, qui était avec nous et dont le parcours atypique avait certainement intéressé ceux qui s'occupaient des admissions. Mais je dis ça parce que ça faisait vraiment de nous une bande de pieds nickelés qui cherchions quelque chose à l'époque qui n'avait pas beaucoup de valeur, ce qu'on appelait les humanités. On avait de l'appétit, on aimait ça. Puis on formait une gang pas pire. Donc, j'ai un peu de regret à l'idée de ne pas avoir terminé. Mais t'aimais quand même les études, le contexte universitaire. C'était quelque chose de plaisant. J'ai trouvé ça bien. Oui, tout à fait. Mais j'ai jamais été quelqu'un de très, très doué et je déteste être jugé. Tu me diras, tu as choisi de mauvais métier. Ouais, quand même. Ben, tu as quand même une pas pire solution en te déconnectant des réseaux sociaux. Ça, c'est une bonne façon de... Oui, mais ça n'existait pas pendant l'essentiel de ma carrière. Mais en ce moment... Mais oui, parlons-en avant. Dans ce temps-là, quand tout se passait justement sur les journaux, la radio, la critique, tout ça, est-ce que tu la lisais, tu la prenais sur toi ou tu laissais ça passer? Parce qu'en ce moment, tu laisses quand même un peu passer ça, non? En étant justement pas présent sur ces réseaux-là. Bien, 2 choses. La critique, qui était effectivement celle des journaux, un peu de la radio à l'époque où moi je commence. D'abord, elle n'était pas nombreuse. Il n'y avait pas tant de gens qui faisaient de la critique, mais ça pouvait être dur, comme ça pouvait être extrêmement sympathique. Comme n'importe qui, je préfère me faire dire « Oh, j'ai lu quelque chose de vraiment flatteur à ton sujet dans la presse. Louis Cousineau semble respecter ton travail. » Et puis quand tu as 20 ans ou 21 ans, tu dis « Ouais, c'est bien mérité. » Mais très, très, très rapidement, c'est comme les codes d'écoute pour moi. Je répète toujours la même chose. J'ai eu des succès de codes d'écoute pour des émissions dont j'étais moyennement fier, où j'aurais accepté comme critique. Puis j'ai eu des codes d'écoute abyssal pourri pour des émissions sur lesquelles j'avais travaillé très fort et dont j'étais très fier. Oui. La critique, c'est un peu la même chose. Il arrive que la critique dise parfaitement la vérité, c'est-à-dire qu'il t'étrille pour les bonnes raisons. C'est embêtant parce que tu peux pas t'obstiner avec quelqu'un qui dit quelque chose que tu sais être. Mais c'est vrai du courrier des lecteurs. Tu as vécu avec moi l'expérience des vendredis, bien entendu, où je faisais le courrier des lecteurs. Alors des fois, je me faisais plaisir
en étriant à mon tour quelqu'un qui est un peu dispersé dans sa pensée ou quelqu'un qui... Mais j'ai souvent donné la voix à des gens qui me corrigeaient, qui me disaient... Puis moi, je pense que c'est bien. D'abord parce que si tu fais un exercice de courrier, c'est pas juste pour que ça soit un gigantesque blowjob qui te soit fait. Tu ne veux pas que ce soit juste du monde qui sont devant toi, BA. Parce que si quelqu'un t'écrit en disant, vous savez, vous avez un peu échappé cette question, ben, tu dis, il y en a peut-être d'autres qui ont entendu la même chose, et c'est pas mauvais de le partager. Puis quand tu le fais, moi, j'ai la conviction que tu te corriges davantage. C'est comme quand tu veux changer une mauvaise habitude, je fais ça en ce moment. Alors à chaque fois que je dis moi je m'interromps dans la conversation, puis je me mets à l'amende. Oui. Et ça agace évidemment ceux qui sont autour de moi parce que ça arrive souvent. Mais c'est la seule manière. Qu'est-ce que tu veux dire, ça les agace? C'est-à-dire que, OK, j'ai entendu Stéphane te dire moi je, là tu viens de t'arrêter, puis je dis, je m'en fous, jusqu'à ce que j'arrive à purger cette formule horrible. Ben, je vais me reprendre publiquement, je vais m'arrêter dans le cours, pas juste mentalement. Ben, c'est un peu la même chose quand tu donnes de l'espace, alors je vais dire le mot critique, mais aux commentaires, parce que je crois que ça peut être aussi très bienveillant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent admirer ton travail, qui peuvent aimer ou juste respecter ton travail, puis avoir raison de te soumettre une critique ou de dire, ben, c'est pas nécessairement une erreur, mais je pense que vous n'auriez pas dû. Et tant et aussi longtemps que c'est fait dans un esprit respectueux. D'abord, je suis prêt à écouter. Au moment où tu commences par des insultes, tu viens de te disqualifier. Tu ne m'intéresses pas. C'est un non-non. Donc, je dis parfait, tu n'es pas... Considéré. Non seulement tu n'es pas considéré, mais tu ne t'intéresses pas à ce que nous discutions. Si tu commences par m'insulter, tu es un gros épais, tu es prétentieux, asti d'arrogant. Ben, OK, d'accord. Mais quoi d'autre? Ton commentaire, même s'il était fondé, ne m'intéresse pas. À partir du moment où on sort de ce registre, ben c'est non seulement recevable, je reviens à ce que je disais sur l'autocorrection, je me souviens pas mal de chacune des fois où je me suis fait plaisir à lire un commentaire critique. Je m'en souviens parce que le faisant publiquement, j'ai eu à l'intégrer. Ouais. Je pourrais en faire une liste pleine d'une entrevue avec Luc Ferry où j'avais pas souligné parce qu'il me parlait d'énergie nucléaire et je fais partie de ceux qui pensent que il va être difficile. En tout cas, tu peux pas avoir un discours sur la décarbonation sans considérer ce que sont pour l'instant les solutions les plus performantes, et l'énergie nucléaire était une piste. Et quand on voit ce que les Allemands ont fait en fermant leur centrale pour chauffer au charbon, tu disais quelque chose au nom d'une pensée écologique développée, je dis quelque chose qui fait pas de sens. Mais je me rappelle donc une entrevue avec Luc Ferry, qui est un éco-moderniste, beaucoup influencé par un monsieur qui s'appelle Michael Shellenberger. Quand j'ai influencé, je dirais même... dont le discours a été beaucoup prémoulu, puis c'est correct. Il a été un vulgarisateur pour la France de cette pensée éco-moderniste. Pour lui avoir donné la parole, il parlait d'énergie nucléaire. Il me dit, c'est parce qu'il faut... Je reviens à la critique. Il faut qu'on se mette à jour et qu'on conçoive que l'énergie nucléaire, c'est pas Tchernobyl seulement, c'est des centrales hyper modernes. Puis quelqu'un m'a dit, mais Fukushima, c'était exactement ça. Et ça a merdé. Alors, tu me diras, c'est pas une faute grave, mais c'était très légitime et je m'en voulais de ne pas avoir été capable de penser à ça pour, non pas contrer, mais faire avancer la conversation. Ça rend pas caduque son point de vue parce que tu es capable de lui dire une centrale hyper moderne a montré ses faiblesses. Ça te permet juste de dire, quand même, c'est pas nécessairement parfait. Donc, c'est pas la pire des critiques, tu me diras, mais je m'en rappelle clairement, puis je pourrais faire un registre de plein de commentaires ou de gens qui disent « Ah, vous avez été tel invité, c'est arrogant, vous avez pas... » J'aurais dit, si je l'ai lu, c'est parce que je pensais a posteriori que ceux qui m'ont entendu avaient probablement raison. J'ai été ci ou j'ai été ça, puis en se le disant, puis en le partageant, ça rachète rien, mais ça s'appelle faire amende honorable, c'est la démonstration aussi qu'il y a un espace pour causer. Si tu reconnais que tu peux te tromper,
que tu peux avoir mal fait les choses, ben déjà, il devient plus facile de converser. Oui. On peut-tu parler un peu de la crise des médias? Parce que... non, mais... Bonjour et bienvenue. Le temps Nous avons en ligne, Jérôme. La crise des médias, M. Bureau, qu'est-ce que tu en penses? Je sais qu'on est limité dans le temps. Alors moi, j'ai des trucs que j'avais envie de discuter avec toi. La crise des médias, parce que je parle de ça simplement parce que le milieu de la musique est en crise aussi en ce moment. Je pense que tous les milieux où il y a un rapport, disons, de performance à public, musique, cinéma, télévision, donc les médias, sont en crise grave parce que le modèle d'affaires est en train de se refaire ou de se défaire très rapidement. Est-ce que ça affecte ta motivation à pratiquer ton art? Ben, l'avantage, c'est que j'ai 60 ans. Donc, je te dirais que... Quand même. Mais c'est un avantage, c'est-à-dire que j'ai vécu dans un monde ancien, beaucoup plus abondant, où avec moins d'efforts, tu ramenais du bison à la maison. Aujourd'hui, si je dois comparer, quand je travaille sur Contact, non seulement je ramène pas du bison, mais je dépense du vieux bison gagné pour faire ce que j'aime. Et je dis pas parce que ça me fait de la peine, je dis simplement c'est démonstratif. Et ça participe d'une stratégie que j'aime dans ce que je fais, c'est une stratégie personnelle, un positionnement, mais ça dit quelque chose de ce que le monde a vraiment, vraiment changé. Mais qu'est-ce que ça te fait à toi, justement, que pour une première fois, tu dois auto-financer tes propres projets, là? Parce que c'est ça qui se passe en ce moment. C'est vrai pour une partie de mes activités, pas toutes mes activités. Il se trouve qu'en ce moment, j'ai le flanc plus dégarni parce que je devais théoriquement faire autre chose à la télévision de TVA. Donc, mon activité en podcast, mettons, a plus d'importance dans mon portefeuille d'activités. Ça ne me fait pas être vu ou entendu davantage. Ça reste que c'est pas confidentiel, mais c'est pas la portée que je pouvais avoir avec TVA l'an dernier. C'est pas les revenus non plus. Je gagnais ma vie l'an dernier, alors je la gagne avec d'autres choses. Mais ce que je te dis, c'est que mon podcast, en ce moment, occupe proportionnellement plus d'espace dans ma vie, mais je fais d'autres choses aussi, parce que je dois considérer que gagner sa vie, c'est pas une mauvaise idée. Je ne suis pas au-dessus de ces contingences-là, mais c'est de plus en plus difficile. Il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée aujourd'hui. C'est-à-dire que les radios, les télévisions, on dit tu fais 10 minutes, c'est 200 piastres. C'est comme au poids. Une livre de steak haché ou une livre de filet mignon, ça pèse une livre. C'est pas la même chose. Peu importe ce que c'est qui est pas la même chose. Ben, oui, c'est une livre. Ben, tu dis, OK, c'est du Wagyu. C'était massé à la main au Japon pendant... Non, c'est une livre. Et c'est 75 cents. OK. Ben, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup. Alors, il y a des exceptions qui font mentir cette affirmation, mais elles sont de plus en plus rares. Et pour le reste, c'est une commodité. L'information, le divertissement, c'est une commodité. C'est quelque chose qui a de moins en moins de valeur ajoutée, sauf pour ceux qui ajoutent de l'extrême valeur ajoutée. Alors, c'est une pratique différente. L'opinion est devenue plus importante. En fait, les critères distinctifs et ta capacité à briller sur plusieurs plateformes, tu le sais. Mais toute l'ajoute que tu pourrais te faire de... Justement, tu sais, demain, tu me dis « Hey Fred, c'est parti. Instagram, Facebook, Twitter, on y va. Mon podcast avec un Patreon. Autofinancement, machin, des pubs que tu vas te chercher. Si la pub est pas contente de ton invité, allez-vous-en, je vais en avoir un autre. Tu bâtis tout un modèle, justement, comme qui on parlait juste auparavant avec Peterson, c'est ça qu'il fait, c'est ça qu'ils font tous. Je suis étonné que tu n'es pas dans ce chemin-là. Je te dire qu'on y est tout à fait. La preuve, ce qui est étonnant, c'est que tu ne le saches pas, parce qu'on a un micro-compte de tout ça. Moi, j'ai fait le pari de dire... Mais ça fait pas... On construit le stade. If you build it, they will come. Donc, mon premier objectif, quand j'ai lancé le podcast, puis le paradoxe, c'est que je suis un consommateur de podcasts depuis avant que le mot soit... Inventé. J'ai toujours vraiment été un bon public pour le podcast. J'ai des abonnements qui me ramènent à Dan Carlin, dont on a déjà parlé, quand Dan Carlin était encore là. Beaucoup de gros coups de cœur. Puis j'ai hésité. Et je l'ai fait parce que je pense qu'il fallait ajouter cette corde à mon arc. Et je reviens à ta question. Moi, je voulais d'abord... ding, 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 ding. Je voulais d'abord
avoir un inventaire, un catalogue et la démonstration qu'il y avait une valeur ajoutée, que tu aimes ou t'aimes pas, mais il y a une valeur ajoutée. J'ai atteint cette masse critique. C'est-à-dire que quand tu regardes le catalogue Contact en ce moment, je me dis, tu peux avoir du fun pendant un week-end si tu as envie de binger. La démonstration pour un invité est faite que c'est du travail sérieux. Il y a des pointures. C'est Fanny Ardant qui sort pas à TV puis qui est là sur le catalogue. Ah ouais, c'est ça. Si tu as Michel Onfray, dont on parlait, et d'autres, ça finit par témoigner de quelque chose. Et là, la prochaine étape, et je suis là-dedans depuis une semaine, c'est ce qui est le plus difficile, c'est-à-dire se vendre. Faire ce qu'il faut pour que ce que je mets en vitrine soit vu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent devant la vitrine. C'est sur les réseaux, c'est travailler les algorithmes, c'est de jouer avec les outils de Google qui te met 2 fois, je dirais, sur la défensive, c'est-à-dire qu'il te fait produire à tes frais du contenu et ensuite te dit, si tu veux qu'il soit vu, il va falloir que tu me payes pour que j'aide à augmenter ta visibilité. C'est quand même extraordinaire, c'est comme machine. Ouais. C'est formidable. Tu dis, ils ont gratis la tête de Fanny Ardant, une entrevue faite par quelqu'un qui, en tout cas, n'est certainement pas le plus dépourvu des intervieweurs. Ça, c'est gratis. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec parce que c'est eux qui l'exploitent d'une certaine façon. Tu me diras, si c'est vu par 12 personnes, c'est un peu de ta faute, mais Google a les moyens de faire en sorte, s'il le voulait, que ça soit vu davantage, de tirer des revenus. C'est formidable. Puis si tu n'es pas satisfait, tu peux toujours les payer. C'est comme acheter de la protection de la mafia. Tu peux toujours les payer pour être vu davantage. Alors évidemment, il y a un moment donné où, organiquement, tu existes. Tu ne peux pas exister sans eux parce qu'ils peuvent te déamplifier. On a compris ça. Puis à tout moment. Et si ta parole est divergente, mais pour les mauvaises raisons à leurs oreilles, ils peuvent te déamplifier. Alors, l'espace de liberté qui était apparemment le web en est de moins en moins un. Mais tu me dis pourquoi je le fais pas? Je suis dans ça. C'est-à-dire que je me suis... plein développement je me suis proposé de ne pas me poser de questions sur le modèle avant le printemps prochain. OK, parfait. 18 mois pour établir quelque chose, exister et ne pas me poser de questions, ne pas être découragé parce que, une semaine, c'est 5000 personnes sur YouTube, puis j'aurais voulu qu'il y en ait 200 000. Mm-hmm. C'est dur. Puis en plus, comme tu disais tantôt, il y a tellement une grande demande en ce moment, mais non, moi j'ai confiance. J'ai confiance à ça. Je me demandais quelque chose. Est-ce que l'enseignement, c'est quelque chose que tu as déjà considéré? Enseigner, c'est très difficile puisque tu le sais, puisque tu enseignes. C'est qu'il faut que tu maîtrises tellement tes codes que tu sois capable de les expliquer clairement. Et je pense que c'est quand on enseigne bien. Restituer des contenus, puis raconter une histoire convenue. Enfin, tu sais ce que je veux dire, c'est autre chose. Mais enseigner, être capable de rendre cohérent des idées, des concepts, faire apprendre à quelqu'un quelque chose. Et à plus forte raison, une technique, par exemple, la musique. Ça me semble très compliqué. Ça me semble très compliqué parce que c'est comme Boileau, que disait Boileau, évidemment, tu vois, c'est fantastique. Une pensée claire et les mots qui viennent aisément pour l'idée que quand tu comprends quelque chose, tu es capable de l'exprimer clairement, succinctement. Et je pense que l'expression de ça, c'est l'enseignement. C'est-à-dire, c'est d'être capable de transférer à quelqu'un une connaissance et de faire en sorte qu'elle parte avec et qu'elle soit éventuellement un jour compétente. Moi, j'ai toujours eu l'intuition que je n'avais pas assez de talent pour être capable de faire ce transfert-là. OK. Que j'étais trop approximatif dans mes façons de faire. OK. On verra plus tard. Moi, je te verrai. Prof. Un livre? Écrire? Je dirais pas la même chose. Ça, c'est le temps, la discipline et l'organisation. Je suis très dissipé. Donc, j'arrive à être efficace et avoir de très bons rendements sur de courtes périodes. Je suis un bon sprinter. Je courais très vite. Et je cours encore pas pire vite, mais j'aime pas la course de fond. Donc, le livre, c'est un peu ça. Ça m'expose à mes faiblesses. J'aimerais ça en avoir, parce que j'ai des idées ou des projets, des trucs, je me dis, j'aimerais ça quand même me consacrer à ça, mais c'est comme si la méthode m'échappait.
et la patience pour organiser la méthode. T'as pas un scénario de film caché? Non. Rien de ça? Ça, je voudrais. Il se trouve que dans ma vie, il y a des gens qui ont ces talents-là et j'admire ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'idée pour construire une histoire. C'est un talent exceptionnel et j'aimerais être capable de raconter des histoires. Je croyais que j'étais capable, quand j'étais très jeune, j'espérais vivre dans le monde du cinéma plutôt que dans le monde de l'information. Et à ce jour, ça se passe dans le monde de l'information. Tu le regrettes-tu un peu, ça, de ne pas avoir poussé? Non, même pas? Non. Pourtant, tu as joué un peu. Tu as été acteur. Oui, tout à fait. Mais d'abord, j'étais lamentable, mais non, je regrette pas. Je regrette de ne pas avoir peut-être fait l'effort, de ne pas m'être exposé au risque de prendre du temps pour développer quelque chose, sachant qu'il n'y aura pas de résultat immédiat. J'ai souvent été tenté par les low-hanging fruits, ramasser ce qui pend, et c'est le paresseux en moi, opportuniste. Ça a pas mal marché, mais effectivement, quand tu contemples le chemin du haut de mes 60 ans, je me dis, peut-être que... Enfin, pas peut-être, certainement. J'aurais dû avoir le courage, des fois, de me mettre davantage à risque et d'arrêter et de me forcer à faire quelque chose et de ne pas bouger tant que ça avançait pas. C'est ça un livre. Tu dis, non, je ne sors pas. Je fais rien. Tant que j'ai pas terminé. Tant que c'est pas fait. Ouais. Tant que j'en ai pas au minimum 50%. Puis c'est de la marde, mais je continue à écrire de la marde. Ouais. Et c'est la seule façon. Oui, je comprends. C'est vraiment, c'est pour moi fondamental. Est-ce qu'il y a un don quelconque que tu aurais aimé avoir que tu n'as pas? Le tien. Musicien? Ah oui, tout à fait. C'est la grammaire, la langue, la musique qui me semble la plus formidable pour traverser l'indifférence, pour susciter des émotions. C'est universel. On peut parler 110 langues et dialectes différents dans une salle et ensemble réagir aux mêmes émotions avec une langue, celle de la musique. Ouais. C'est fucking fabuleux. Ouais. Puis même une chanson, effectivement, parce que la musique et les mots deviennent de la musique. Alors même si tu comprends pas combien de gens ont chanté en anglais sans comprendre ce qu'ils chantaient. Mais pourtant, tu vivais une expérience. Donc, c'était même pas les mots, c'était pas le sens de la chanson, c'est ce que ça créait d'émotion en toi. Puis je fais partie de ceux-là, d'ailleurs, parce que il se trouve que je parle plutôt bien anglais. Puis je me rends compte des fois que j'ai jamais écouté la chanson de Carly Simon où elle parle de son père. Total Eclipse, ça c'était Bonnie Tyler, mais tu sais de quoi je parle. Oui. You're So Vain. Même les mots, je les connais pas. Je la connaissais, tu sais, puis tu comprends qu'il flew to Nova Scotia pour voir. Mais tu sais, il y a des fragments, jusqu'à ce qu'à un moment donné, écouteurs, puis quand je dis jusqu'à, il y a 3 ans, 4 ans, j'ai des écouteurs, puis là, je fais le total des paroles et je comprends bien sa chanson, qui est vachement cohérente. Hein? Ça ne demande pas, tu sais. Mais je me suis dit, c'est une chanson que j'adore, et pourtant, j'avais une idée vague de ce qu'elle disait. Oui, mais en même temps, l'émotion qu'elle te procurait était comme différente. C'est ce que je te dis, donc, sur ce qu'est la musique. Ça fait ça. C'est quand même cool, non, j'avoue. Ah, merci, ça me fait du bien d'entendre ça. C'est vrai que mon métier est quand même chouette. On enlève quand même, c'est vraiment boiteux, ça. Il n'y a pas de quand même. C'est, je suis quand même heureux. Je suis quand même... je te le suggère. Il n'y a pas de quand même. Parfait. C'est un métier formidable. Et en plus, t'es crissement bon. Ah, t'es fin. Non, je pense que t'es juste crissement bon. Et puis, c'est un talent combiné à des efforts. Et c'est magique. Il se trouve que moi, j'ai une sœur qui est musicienne. J'envie ça. C'est vrai. J'envie ça. Je trouve que c'est vraiment... Être docteur en droit, ça m'ennuie. C'est pas que ça m'ennuie, mais ça m'impressionne. C'est même pas le bon mot. C'est pas le moins impressionné, ça t'intéresse pas. Oui, mais maîtriser la musique, je trouve que ça relève un peu de la magie. Une dernière question avant d'aller à la prescription. Est-ce que déjà des gens que tu as eu en entrevue, que tu rencontrais pour la première fois, et suite à l'entrevue, il y a une amitié qui s'est comme bâtie? Oui, il y en a eu. Il y a eu quelques-uns? Oui, c'est arrivé. Ça a engendré quelque chose, vraiment. C'est quand même cool, ça. Oui. Ben, c'est le principe d'une date, hein?
Non, Oui, mais c'est une vrai. date amicale, une date amoureuse, c'est ça. Tu te retrouves à quelque part, tu parles, tu roules un peu les mécaniques des fois, tu roucoules, tu veux pas avoir l'air trop niaiseux, tu espères que ton niveau de langage est le bon, tes questions sont intéressantes. C'est la même chose. Ouais. Il y a vraiment un aspect qui relève de la séduction dans nos métiers. Si tu penses qu'il n'y a pas de ça. Alors, il y a des moments où c'est la confrontation qui domine, pas la séduction, mais même dans ça, l'humour, la capacité des fois à faire dévier la conversation sur quelque chose, sur le bon mot. Donc oui, nécessairement, ça a été un tremplin utile pour rencontrer des gens qui sont ensuite devenus des personnages de ma vie. Cool. Tu me diras les noms tantôt. Je suis juste curieux de savoir c'est qui. Mais on va pas là. M'en rappelle pas. OK. Allons-y. La prescription. Je veux entendre qu'est-ce que tu as à me proposer. Définis ce qu'est pour toi la prescription. Objet d'art, soit un livre, un film, un podcast, télévision, film, un resto, une app. Soit créatif, quelque chose qui te fait triper, quelque chose que tu souhaites... Alors, musicalement... Quelque chose que tu souhaites que tout le monde écoute. Musicalement, parce que je suis certain que c'est sous l'écran radar de 99,9%, sinon 100% de ceux qui nous écoutent. Là, tu me diras, c'est très arrogant de savoir ça d'avance. Wow. Mais The Dip. The Dip est un band de l'Oregon formé à l'université par des musiciens qui étudiaient jazz, mais certains même classiques. Ils font du genre de big band pop très cuivré. OK. Je les adore. Je trouve ça vraiment bon. Et il y a un lien avec ma deuxième suggestion qui, elle, est plus mainstream. St. Paul and the Broken Bones, que j'aime beaucoup, groupe de l'Alabama, qui, justement, a fait revivre pour moi les cuivres dans la grosse pop. Je dis pop. C'était à la frontière du jazz, de plein de choses. Et de Dip, vraiment très bon. Fait que je recommande et vous serez in dans toutes les soirées parce que vous arriverez avec des suggestions musicales que personne n'a entendues. J'avoue, je connais même pas. Là. Mais t'as pas besoin de l'avouer. Je voulais pas te torturer là-dessus. Là. Bon, un peu. Non, mais je pense en note de Dip. Et si tu vas le chercher, tu peux même en mettre un extrait à ton microphone. Je te dirais lequel des disques. Sinon, mon téléphone, moi, il n'est pas à non, je peux pas le faire, excuse. Sorry. J'irai le chercher, mon téléphone, moi. Va te faire entendre. Mais en même temps, c'est que si on met de la muse... Ah oui, tu te retrouves... Et voilà, j'ai voir un petit drapeau, puis c'est pas sûr que les gens pourront ensuite écouter notre conversation, alors je préfère pas. Faisons pas ça. Littérature, alors vraiment aucune nouveauté. Ce sont des livres fondateurs, je l'ai souvent dit, donc ça ne me gêne pas de le répéter, parce que je crois pas non plus qu'on se lassera jamais. Le Comte de Monte Cristo, très, 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 très important dans ma vie et je l'ai relu plus d'une fois. Que j'ai acheté à cause de toi. Tu m'as dit ça, c'est une lecture obligatoire, c'est ça? Je suis convaincu que c'est une lecture obligatoire. C'est palpitant, c'est bon, c'est grandiose et ça... Retourner dans le roman, pour moi, c'est de fermer les volets puis d'être dans un univers totalement à moi, romanesque. J'adore. The Razor's Edge, Somerset Maugham, roman initiatique, très important. Et dans le même esprit du roman initiatique, The Fountainhead de Ayn Rand, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, mais que j'ai découvert à 16, 17, 18 ans. Alors, les gens qui savent de quoi je parle vont dire « Ah oui, c'est un libertarien, légèrement réactionnaire. » Oui. Non. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu aimes un roman que tu adhères à tout ce qui... Mais partie de mon code existentiel, moral a été taillé dans le roc de sa pensée. Il y a quelque chose qui m'a vraiment... Ou de ce roman. J'allais dire peut-être par extension, parce que Ayn Rand, c'est pas facile si on fait, par exemple, Atlas Shrugged. C'est long, c'est intéressant, puis ça décrit notre époque d'aujourd'hui. C'est formidablement bien, mais de façon angoissante aussi, parce que si tu vas au bout de la conclusion qu'elle tire, ben tu dis ça va pas être le fun pour les prochaines années. Mais ça, ce sont
mes lectures peut-être fondatrices. OK. C'est important, ça compte. Musicalement, je te dirais que tous azimuts Bach. Et Bach, surtout quand c'est pour un instrument seul. Que ça soit le clavier ou que ça soit le violoncelle, je trouve que c'est là que tu prends la mesure du génie. C'est-à-dire que sans orchestration, sans ajout d'autres instruments. Et sans compromis, on le dit pas assez, mais un artiste qui joue du Bach solo, il n'a pas besoin de justement s'adapter au piano ou à l'orchestre. Non, il est seul avec ses idées, il peut faire ce qu'il veut avec le texte et c'est souvent très révélateur. Et ça se décompose. La preuve, c'est que ça a été fait plusieurs fois. L'interprète va ajouter quelque chose à la partition qui est exemplaire. Donc, Bach, exact. En toutes circonstances, quelle que soit la saison. Puis un restaurant. Alors, une suggestion pour ceux qui partiront en voyage. J'y étais pas allé depuis longtemps, mais c'est vraiment un coup de cœur atomique retentissant. Il y a 10 jours, j'étais là au marché des enfants rouges à Paris, donc près de la rue de Bretagne, si je ne me trompe pas. Les enfants du marché, on mange dehors, même en hiver. À ce moment-là, la place ferme avant 4 heures. Pas de réservation. Ça ouvre à midi les week-ends. C'est une bonne idée d'être là à midi moins 5. Et c'est phénoménal. C'est vraiment très chouette. Un accueil extraordinaire et une bouffe magnifique. C'est vraiment fantastique. Et ça existe, j'imagine, dans les guides, mais c'est pas une proposition, disons, conventionnelle. Cool. Merci. Stéphane, ici, dans cette pièce, je t'avais demandé quelques conseils pour... je commençais le podcast, je t'avais demandé des conseils de préparation. Tu dis podcast? Podcast, exactement. Et tu m'avais dit, moi, la veille d'une grosse entrevue, je me fais la conversation avec l'invité plusieurs fois. Tous les scénarios sont comme décidés. Puis là, tu disais, quand j'arrive devant la personne, j'ai déjà parlé, c'est fait. Je parle avec mon invité, effectivement, virtuellement. Virtuellement. Tu disais que c'était une pratique que tu faisais couramment. J'ai commencé à le faire. Je l'ai fait hier. Je t'ai parlé longuement. Et c'est cool quand même parce que rien s'est passé comme je pensais. Donc. Mais c'est le principe de la rencontre avec l'autre. Hein? C'est une danse. T'espères avoir couvert le plancher de danse. Oui, quand même. On a bien valsé. Mais c'est cool, tu m'as amené dans des coins de pièces que je pensais pas aller. Donc, c'était parfait. Merci beaucoup. Et il faut vraiment... Je pense à Boileau et les mots qui viennent... Qui te dérangent, là. Tu les as? Le faire viennent aisément. Mais oui, mais non, je suis trop stressé, donc on oublie ça. Trop stressé. Ah, boy, c'est un senior moment. Live. Garde-le, s'il vous plaît. Je le garde. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe, Jérôme Minière, Philippe B, Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.